Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis. La leçon du jour va concerner le contrôle des investissements étrangers. La crise sanitaire du Covid accélère la prise de conscience de la Commission européenne que le monde a changé. On a envie de dire, c'est pas trop tôt. On va voir malgré tout que cette prise de conscience n'est encore que partielle. Alors, le monde est en alerte, le monde économique est en alerte, car il y a des risques d'achat de technologies et de prise de contrôle des fleurons européens. Il semblerait que des fonds importants sont en train de préparer leur shopping. Un shopping qui est peut-être lié à la chute des cours boursiers. Par exemple, le CAC français, ce n'est que 800 milliards d'euros. Les réserves de change chinoises, c'est 3000 milliards. Et les grands fonds souverains des pays du Moyen-Orient tournent autour de 1000 milliards. Donc, il est très possible que, s'il n'y avait pas de contrôle, que la moitié des grandes entreprises françaises soient comme ça achetées par des intérêts étrangers. Mais il y a aussi, peut-être encore plus dangereux parce que moins surveillé, l'ensemble des entreprises de taille intermédiaire, ce qu'on appelle les ETI, qui ont des valorisations comprises par exemple entre 100 millions et 1 milliard, et qui ont des technologies et des savoir-faire qui intéressent les pays non européens, puisque l'Europe, et notamment par exemple l'Allemagne, est remplie d'entreprises, souvent familiales d'ailleurs, qui, sur leur secteur d'activité, sont leaders en matière de technologie et de savoir-faire. Récemment, d'ailleurs, une entreprise américaine a voulu acheter une entreprise allemande qui fabriquait des tests et heureusement, moi, si on en croit les Allemands, cette transaction a été interdite. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la Commission européenne s'alarme. Et c'est intéressant en soi parce que ça montre un changement récent de doctrine et elle va inciter les États à intervenir dans l'économie. Ce qui n'est pas du tout, on va dire, son ADN. Alors, sa doctrine, en fait, c'est de limiter justement le rôle des États européens. Toute sa réglementation est construite sur cette idée de limiter le rôle des États européens qui viennent perturber le jeu de la concurrence. Et cette doctrine, elle est basée sur deux présupposés qui sont aujourd'hui obsolètes. Le premier, c'est que les échanges sont essentiellement commerciaux et le fait d'entreprises nationales qui produisent sur leur territoire national et qui ensuite exportent. Et le deuxième présupposé, qui était valable dans les années 50, c'est que les règles, du coup, doivent se limiter à la réalisation au niveau européen d'un grand marché intérieur, qu'il s'agit de faire, d'obtenir en limitant justement au maximum les interventions publiques. Et cette doctrine va en fait se traduire par un droit européen, notamment le droit de la concurrence, qui est cette vieille doctrine alliée à une méthode juridique assez étonnante. Le principe, c'est que on a une phrase, c'est l'article 107, qui interdit toutes les aides publiques au nom de la concurrence libre et non faussée. Donc ça, c'est le principe de base. Ensuite, on a un ensemble d'exceptions sur les aides qui sont autorisées, pour les aides régionales, pour la recherche et pour d'autres catégories à déterminer au cas par cas. Mais on voit qu'on va avoir une liste positive des secteurs qu'il peut être autorisé de protéger avec des critères étroits complexes. Je vous ai ici mis un extrait de l'article 107 si ça vous intéresse. L'autorisation d'intervention des États dans l'économie, on peut dire qu'elle est empreinte d'une très grosse naïveté dans la démarche. Pourquoi? Vous voyez que première chose, c'est qu'il faut prouver que l'aide est éligible. Contrairement par exemple à un pays, on ne citerait pas, qui lui peut considérer que toutes les aides publiques sont éligibles par définition. La démarche est basée sur la liste positive. On dit dans quel secteur les aides et quel type d'aide est éligible. Alors que d'autres pays peuvent se dire tout est éligible sauf peut-être certains secteurs qu'on a négociés à l'OMC, etc. Ça, c'est le principe de la liste négative. Le système d'intervention est un formalisme juridique absolument effrayant, alors qu'il faudrait mieux que ça soit un système d'opportunité stratégique.
La stratégie, par exemple, en termes de politique industrielle, c'est une stratégie ouverte. On produit des livres blancs où on annonce en fait comment on va se comporter. C'est le contraire de la stratégie. Il s'agit justement de ne pas définir les secteurs ni les conditions de mise en œuvre. On a donc un système qui est à la fois transparent et non discriminatoire, qui parfois, lui, a au contraire un système qui est non transparent et discriminatoire. Donc, on est en fait un peu couillon dans cette affaire. Alors les choses sont en train de changer, lentement, partiellement, et c'est normal, parce que la doctrine était encore gouvernée par son idéologie originelle et ses présupposés. Alors les présupposés sont en train de changer, pourquoi les échanges sont plus essentiellement commerciaux. La mondialisation aujourd'hui, elle passe de plus en plus par les investissements directs étrangers, les transferts de technologies et ce qu'on appelle l'internationalisation des chaînes de valeur. C'est plus seulement du commerce, loin de là. Et puis, également, le marché référent, qui est à la base de tous les calculs sur les positions, les abus de position dominante, les autorisations de fusion, etc., c'est plus le marché de l'Union européenne, mais c'est le marché mondial. Donc ces deux présupposés sont en train de tomber et il est normal que la Commission révise un peu sa doctrine. Alors, en quoi elle se traduit cette évolution de doctrine? Eh ben, la Commission, elle va faire des communications et des règlements. Elle va même communiquer sur ces règlements. Elle a fait récemment un règlement sur le filtrage des investissements directs étrangers. Ce règlement date d'octobre, il va être mis en application, pardon, en octobre 2020. Bon, bah déjà, vous voyez que on a 6 mois de retard. L'idée, c'est que on peut étudier, autoriser, soumettre à condition les IDE. Mais ce qui se passe, c'est que l'Union européenne va communiquer, le 26 mars dernier, elle a communiqué sur ce règlement, en attirant l'attention des États sur la nécessité, vous voyez, de protéger les actifs stratégiques européens dans le cadre de la crise sanitaire. Le problème, c'est que la doctrine de l'Union européenne n'a évolué qu'à moitié. Elle considère que cette protection des investissements directs étrangers est du domaine des États et du ressort des États. C'est aux États à utiliser tous leurs outils disponibles. D'ailleurs, pas la nationalisation en plus. Mais cette façon de voir les choses n'est pas à la hauteur des défis qui nous font face. Pourquoi? C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Lorsqu'on a créé l'Union européenne, on a commencé par dire, bon, on va faire une zone de libre-échange et une union douanière. Et cette union douanière suppose, pour fonctionner, l'existence d'un TEC, un tarif extérieur commun, pour éviter des contournements via les pays les plus ouverts. Regardons ici la situation de l'ensemble des pays européens avant l'union douanière, avant le libre-échange, avec, vous voyez ici, des barrières internes plus ou moins fortes. La suppression des barrières internes va entraîner, normalement, si on ne fait que ça, un extérieur qui va être plus ou moins troué avec l'absence de tarifs extérieurs communs, donc un risque ici de contournement où en fait les exportateurs vont passer par les pays qui vont être les moins protégés. C'est pour ça que l'union douanière suppose, pour bien fonctionner, la mise en place d'un TEC, vous voyez, donc une barrière tout autour de la zone, avec une politique commerciale commune pour négocier justement les accords commerciaux et pour éviter que ce soit chaque pays qui négocie ces accords commerciaux. Eh bien, ce système-là devrait être appliqué de la même manière lorsqu'il s'agit de libéraliser les mouvements de capitaux internes. C'est-à-dire obtenir également un contrôle extérieur commun pour éviter le cheval de Troie, le pays qui justement permettrait l'entrée de capitaux étrangers, et faire en sorte que la négociation européenne ici, au niveau des mouvements de capitaux, se fasse sur une base bilatérale entre les grandes zones et l'Union européenne, et non pas pays par pays, car chaque pays serait dans une faiblesse stratégique.
bilatérales. Par exemple, l'affaire de l'achat du port du Pirée ou l'achat d'entreprises italiennes qui détiendraient 50% d'entreprises étrangères françaises ne pourrait pas être contrecarré par une simple législation nationale de chaque pays. Donc, on a encore un saut à faire dans le volet extérieur de l'action économique de la Commission européenne, qui a été un peu trop omnibulée par son marché intérieur, en oubliant qu'il y a un marché extérieur, qu'il y a aussi des États qui sont non européens et qui, eux, peuvent agir et s'en privent pas. Je vous remercie.